C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, l'émission Vox Pop, aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec un Rav qui a eu un parcours singulier. C'est sans nul doute le Rav qui surprend le plus dans la communauté Chabad, puisqu'il a commencé sa carrière comme étant non Chabad et pas particulièrement religieux, et qu'il s'est retrouvé à être à la fois d'origine séfarade, il s'est retrouvé à être un Rav Chabad qui exerce maintenant en Floride et qui a essaimé, c'est le terme, c'est-à-dire qu'il a réussi à bâtir une communauté fabuleuse, active, et qu'on connaît tous un peu, puisque les gens de Montréal qui allons au Marco Polo, à l'hôtel Marco Polo, eh bien, beaucoup d'entre nous le faisons spécialement pour pouvoir avoir accès à sa synagogue, la synagogue du Rav Shai Amar. Rav Shai Amar, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Radio Shalom Montréal, et bienvenue pour ce petit passage, ce bref passage à Montréal. Rav Shai Amar, les gens s'interrogent et se demandent souvent comment vous avez fait pour mettre au service de la Torah tout ce talent à la fois d'orateur, de présentateur, de communicateur, et non seulement ça, mais de personnes qui fêtent et qui rapprochaient les gens vers la Torah. D'abord, je vous félicite pour cette initiative, parce que vous auriez pu être un grand vendeur dans une grande compagnie ou un grand représentant de compagnie, mais vous avez choisi de le mettre au service de la Torah. Comment tout cela est-il arrivé? En fait, je pense que la première chose, c'est que je dois remercier mes parents, parce que c'est eux qui m'ont, qui ont toujours insisté à me mettre sur le droit chemin, en commençant par mon père qui a toujours pris le temps de me faire lire et de m'assurer que je sois bien investi dans la lecture en hébreu, dans ces petits moments, et qui m'a toujours encouragé. À travers ces encouragements de mes parents, bien qu'au début ça a été peut-être un peu difficile le changement que j'ai fait, mais après, une fois que je me suis mis dans ma lancée, ils m'ont poussé à aller au plus haut niveau. En fait, ça a commencé, je dirais, plutôt vers l'âge de 12 ans, lorsque je voulais devenir politicien. Et quand je me suis rendu compte que la politique, c'était tout du mensonge, alors à ce moment-là, je me suis dit, il fallait que je m'attache à la vérité. Et la vérité, Dafka, je l'ai sentie lorsque j'ai fait mon premier voyage en Israël, alors que j'étudiais à Marie de France. Et j'ai fait mon premier voyage en Israël. Et dès que je suis arrivé à la Terre Sainte, ça y est, j'ai décidé tout de suite d'accepter sur moi le hall des mitzvot, le livre des mitzvot. Et Baruch Hashem, de là, on a été à la Yeshiva, on a étudié à Kfar Maimon, ensuite à Aix-les-Bains, ensuite à Manchester en Angleterre, et ensuite qui nous a amenés au 770 chez le Rabbi de Lubavitch, qui m'a envoyé en 93, alors que j'avais des problèmes de santé, parce qu'au Canada il fait froid. Alors au fur et à mesure des années, je pense que j'ai développé une petite allergie au froid, comme certains de vous. C'est pour ça que mes voyages sont très brefs au Canada, n'est-ce pas? Et j'avais écrit au Rabbi que j'avais une proposition d'aller au Maroc pour continuer ma yeshiva, parce que je ne pouvais plus supporter le froid, je ne pouvais plus fonctionner à la yeshiva. Et j'ai pas eu de réponse. Ensuite, on a proposé un autre endroit, pas eu de réponse. Un autre endroit, je pouvais pas aller en Israël. Finalement, dès que j'ai écrit au Rabbi qu'une proposition est venue pour Miami, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai reçu tout de suite le secrétaire du Rabbi qui m'a dit « Tu dois aller à Miami ». Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'endroit qui est certainement le dernier des endroits où j'aurais pensé éduquer des enfants. Un endroit qui est surtout à l'époque, quand je suis arrivé en 93, qui n'était pas très très développé au niveau de religiosité et de pratique, et un endroit qui n'était pas nécessairement l'endroit de la Kedusha, c'est plutôt l'endroit où on s'enfuit de la Kedusha. C'est pour ça qu'on dit que, en blague, que l'endroit le plus kadosh c'est Miami, parce que tout le monde laisse sa Kedusha là-bas et fait tout ce qu'il veut. Encore que Miami est beaucoup changé par rapport à il y a 20 ans. C'est pour ça que je suis en train de dire il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents. Et en fait, je me rappellerai toujours de cette conversation. J'étais sorti d'Aix-les-Bains et j'avais eu
des grands maîtres, le Rav Chaikin Alav Shalom, quelques années avant qu'il décède, 2 ans avant qu'il décède. J'ai même mérité une bonne claque de sa part, Baruch Hashem. Une claque affectueuse, bien sûr. Une claque affectueuse, mais bien sûr, c'était une Baruch Hashem. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas enseigner la Torah. Et voilà que, juste pour vous dire un peu qui était le Rav Chaikin Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, c'était le Talmid, l'élève, et le Chaver, et la Chevruta, et le compagnon d'études du Hafetz Haïm. Donc c'est pas n'importe qui a eu l'occasion, Baruch Hashem, et l'opportunité d'étudier sous son égide. Voilà que on m'avait beaucoup déconseillé. En fait, quand j'avais 15 ans et demi, 15 ans à peu près, j'étais allé voir le Rabbi pour la première fois. C'était un voyage, je crois, avec le Rav Shriki, si je ne me trompe pas, chez Yahya. Et j'ai vu le Rabbi et j'étais très, très, très impressionné par la personne du Rabbi, juste en voyant le Rabbi. J'ai vu une majesté et qui était incomparable, sincèrement. Et j'ai reçu une bracha du Rabbi pour aller justement à Kfar Maimon, à étudier. D'ailleurs, j'étais Ben Baït, ça veut dire je dormais chez le présent Rav Arashi de Ramat Gan, en Israël, au Rav Yaakov Ariel. Mais alors attendez, ce passage du séphardisme que vous ont inculqué vos parents, n'est-ce pas? Oui. À la foi ou à la tendance rabbinique, comment elle s'est faite? Parce que il ne faut pas perdre de vue que vous venez d'un milieu séfarade, typiquement séfarade. Et votre papa, qui est lui-même Khazan, à ses heures, etc., il est typiquement séfarade marocain. Et mon grand-père aussi. C'est ça, et donc vous avez baigné dans ce milieu-là. Et je continue à baigner dedans. Et Chas Shalom, de dire pendant une seule seconde que je renie mes origines. C'est pas ce que j'ai insinué. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que comment ça s'est fait, je vais vous dire tout de suite. C'est ça. Comment on est Chabad, on est marocain profondément séfarade, et on devient Chabad. Et en plus, vous avez été jusqu'à même modifier un petit peu le nigoun de l'office, n'est-ce pas? Il est un petit peu altéré par endroits. Absolument. Hein? Alors donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous expliquais, c'est que après avoir fait Kfar Maimon, où j'ai étudié, chez les sionistes, et ensuite j'ai été à Aix-les-Bains, qui était plutôt chez les Ashkénazes l'Itaï, d'accord. J'avais eu un doute. Où est-ce que j'irai? Est-ce que j'irai dans une yeshiva séfarade typique à New York ou est-ce que j'irai dans une yeshiva Lubavitch? Pourquoi est-ce que j'ai été attiré vers Lubavitch? C'est par rapport à ce que j'ai vu chez le Rabbi. J'étais très très pris par ce tzaddik qui a changé la génération. Et voilà qu'un beau jour, j'étais avec mon meilleur ami, Daniel Waknin, au coin de Bourrette et Victoria, c'est ça? Oui. Et on était en train d'attendre l'autobus. Et j'étais inscrit dans les 2 yeshivot, la yeshiva Lubavitch et la yeshiva séfarade. Je ne dirais pas quelle yeshiva séfarade. Et voilà que on était en train de discuter le but de la création du monde. À la yeshiva, à Aix-les-Bains, on m'a inculqué que si j'allais chez Chabad, je perdrais mon temps, que je serais en train de mettre les tefillines sur les gens toute la journée, je ne serais pas en train d'étudier. Et qu'est-ce qui va devenir de moi? Peut-être que je pourrais devenir un grand Torah. Alors, il vaudrait mieux que j'aille dans une autre yeshiva. J'avais même des idées d'aller dans une autre yeshiva pendant quelques années, devenir un grand, et ensuite aller chez Lubavitch pour avoir l'allure. Sinon pas nécessairement l'allure. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic. J'étais avec Daniel Waknin et on était en train de discuter le but de la création du monde. Et à ce moment-là, tout de suite, je me suis rappelé de ce qu'il est écrit. Et voilà que l'esprit divin était au-dessus des eaux au début de la création. Et nos sages nous enseignent. C'est la valeur numérique et c'est l'explication. C'est le Mashiach lui-même, l'esprit du Mashiach qui était créé avant même la création. Ça veut dire, en fait, puisqu'on a le concept de Naut Trilatan Besofan, Sofan Betrilatan, le début, en fait, la fin est ancrée dans le début, et le but de la création entière, c'est en fait Mashiach, c'est qu'on ait justement la Géoula Shlema, que le 3e temple descend d'ici même, et que Bezat Hashem se monte sur un monde de Géoula. On est en train de parler dans les années 88. Et à ce moment, vous avez quel âge? J'avais peut-être 17 ans à l'époque. Et voilà qu'une pensée me passe dans la tête et m'a éclairé tous mes doutes. Je me suis dit, ok,
admettons qu'ils ont raison et que je vais perdre mon temps là-bas dans les Yeshiva Lubavitch et que je ne serai pas un génie en Torah, etc. Mais après tout ce que j'ai passé, toutes les organisations dans lesquelles j'ai été, dans les différents cercles dans lesquels j'ai étudié même avec Rav Besançon, à la Vachaleur, chez Yrié, Bezat Hashem, qui est une des grandes têtes de Breslev. Quand j'étais à Aix-les-Bains, on partait en clandestin à étudier un peu Chassidut de Breslev. J'ai vu tout ça et je me suis dit, si Mashiach il vient aujourd'hui, où est-ce que je veux être? On y croit ou on n'y croit pas? Et à ce moment-là, j'ai fait le shift. Je dis, la seule personne que je connaisse qui fait réellement quelque chose pour ramener la Géoula plus près, en 88, c'était le Rabbi. D'accord. Et voilà, tout simplement, j'ai vu, je me suis dit, dans les autres yeshivot, vendredi après-midi, on repasse les chemises, on joue au basketball, on va dormir, on fait des courses. Ici, pendant 6 heures, on tape aux portes, on est constamment en train d'aller chercher un autre juif et un autre juif et un autre juif. Si ça, c'est pas le processus de la Géoula, donc je me suis dit, je préfère être ignorant dans la yeshiva du Rabbi, qui essaie de faire quelque chose pour la Géoula, que d'être un grand génie dans une autre yeshiva où je ne sais pas si Bichlal je serai sur le train. Et une fois que je suis arrivé à la yeshiva, j'ai découvert un monde, la yeshiva Chabad, qui est extraordinaire et qui me rappelle les mots que m'a dit le Rav Aminadav Crispin, le Mekoubal. C'est Rav Aminadav, c'est ça? Rav Aminadav Crispin, le beau-frère de Rabbi David Abou Hatzira, Shlita, qui vient visiter très souvent Montréal, qui m'a dit que lui-même a eu cette même expérience lorsqu'il était au Rincy et qu'il étudiait, mais qu'il voulait étudier les secrets de la Torah, puisque lui-même venait d'une tradition séfarade, et qui s'est retrouvé de passer du Rincy à la yeshiva de Brunois de manière à pouvoir étudier la Chassidut et les secrets de la Torah, qui sont, comme on sait, la Torah dans la Gemara de Chagiga en 2e chapitre. Là-bas, on explique qu'est-ce qu'on appelle le Pardes à Torah, chose que vous êtes très, 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 Baruch Hashem, vous y connaissez bien, Monsieur Lugassi, qui est en fait les différents niveaux de connaissance de la Torah, l'explication simple, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au Samer, qui est le Sod, le secret. Or, Séfarade, c'est exactement le mot Pardes, mais ça commence avec le secret de la Torah, et ça continue, Sod, et ensuite Pardes. Et c'est en fait ça, la protection des Juifs, spécialement du Maroc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je suis arrivé à l'Yeshiva, non seulement j'ai pu baigner dans les secrets de la Torah, on m'a expliqué plus qu'est-ce que c'est que la tfila, une vraie prière avec méditation et préparation à la tfila, comme le faisaient nos grands-parents, et en même temps une étude de la Gemara qui est approfondie, en même temps des rassemblements qu'on appelle Farbrengen, à ne pas confondre avec faire la bringue, n'est-ce pas? Des rassemblements où on parle justement de Avodat Hashem, du service de Dieu, comment s'améliorer, comment se rapprocher, en même temps associé avec une recherche de chaque juif, de chaque étincelle qui peut être dévoilée. Avec tout ça, je me suis senti tout à fait dans mon élément. Je me suis dit, voilà quelque chose qui est complet dans le judaïsme. Je ne dis pas que tout le monde le pratique de cette manière, mais si on regarde l'essence même de Chabad, c'est très 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 près de notre héritage au niveau de la Avodat Hashem. Quand on parle de la Avodat Hashem, parce qu'il faut savoir que la chose, à mon avis, qui est la plus admirable, comme le Rabbi l'a dit sur les Juifs marocains, le Rav Raskin encore me l'a rappelé hier, qu'il y a Emunat Tzadiki, mais la Emunat en Hachem, cette simplicité qui faisait que même le plus simple des simples au Maroc, il pouvait être Baal Mofet, il pouvait être quelqu'un qui faisait des miracles, juste avec sa simplicité et sa foi. Or, pour avoir la foi, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Des fois, il y a tellement de chemins à prendre. Des fois, on s'associe à ça, on s'associe à ci, on ne sait pas exactement dans quel chemin aller. Donc c'est ça qui m'a amené en fait vers Chabad. Donc, très bien, donc vous avez été en quelque sorte séduit par la Hassidut Chabad, d'autant qu'il y avait à l'époque une figure emblématique, celle du Rebbe, qui était une figure extrêmement puissante, qui a séduit le monde entier, n'est-ce pas? Pas seulement les rabbiniques, mais les séfarades, et les séfarades sont venus par légion. Ce Français afflué de toutes parts vers le rabbi de Lubavitch. Donc ça explique en quelque sorte, et en plus à l'époque où vous étiez donc un jeune adolescent qui cherchait sa voie en quelque sorte, et donc pour toutes ces raisons, vous avez adhéré à la voie des Chabad,
et c'est une excellente chose. Ce n'est pas une critique en soi. Ce que j'essayais de comprendre, c'est comment, quand on est issu d'un milieu typiquement marocain séfarade, n'est-ce pas, qu'on adhère à la Hassidout Chabad, c'est une chose, mais que maintenant, ce qui est un petit peu, comment dirais-je, reproché ou critiqué par certains dans certains milieux, c'est que trop souvent, que ce soit la Hassidout Breslev ou la Hassidout Chabad, n'est-ce pas, qu'ils viennent puiser abondamment dans les rangs séfarades marocains. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande émouna et qu'il y a une volonté, n'est-ce pas, de pratiquer, d'exercer, mais que faute, n'est-ce pas, de figures comme ça, qui séduit et qui attire, eh bien, ils se sont retournés vers des mouvements comme le mouvement Breslev ou le mouvement Chabad. Et ceci étant, ça n'est pas un reproche ni une critique, mais c'est simplement un phénomène que l'on observe un petit peu partout à travers le monde. Toujours est-il que vous avez donc effectué ce transfert vers les Chabad, et c'est une excellente chose. Ce que je voudrais maintenant apporter, parce que le temps va nous manquer bientôt, c'est que, étant donné que vous avez effectué ce transfert, est-ce que vous estimez que vous allez pouvoir maintenant continuer d'exercer dans la voie des Chabad, ou vous allez essayer de sauvegarder l'héritage séfarade marocain? Est-ce que pour vous c'est une préoccupation, ou est-ce que vous vous en êtes détaché complètement? Déjà, ceux qui viennent au Marco Polo, au Ramadan, qui se trouvent à Saniel, où tout le monde est invité, je peux vous dire tout de suite qu'ils savent que le rite est à 90% marocain. Tout le rite de l'office, non seulement ça, on a le plaisir d'avoir le Hazan James Perez, qui est connu partout, qui est avec nous et qui nous guide dans les offices, dans l'office Baruch Hashem. Donc, il y a seulement certains passages qui sont ashkénazes, parce qu'au début, lorsque j'ai commencé, j'ai aussi eu beaucoup d'ashkénazes, et je voulais aussi inclure les ashkénazes dans Mais ça n'a pas été possible, réellement aussi. Non, il y a certains ashkénazes quand même, Baruch Hashem, qui se joignent malgré cela. Est-ce qu'on peut mélanger les deux rites dans l'office? À mon avis... Halachiquement, je parle. Il n'y a pas de problème. À mon avis, je pense pas que... Vous avez demandé un avis halachique là-dessus? Je suis pas en train de réellement casser un rite ou quoi que ce soit. Je suis juste en train d'ajouter. Si j'étais en train de diminuer, ça serait un problème. Ça serait un problème. Et en plus, juste que vous sachiez, juste une petite parenthèse, mais pendant 1 an et demi, j'étais le rabbin de la synagogue de Safra pour les Syriens. Et Baruch Hashem, ils n'ont pas eu de problème, parce que je me mêlais pas trop du rite. Et j'ai connu comme ça un peu le rite de tout le monde. Je veux dire, si je faisais réellement toutes les choses à la marocaine, je ne ferais pas la Birkat Kohanim tous les matins non plus. Et pourtant, je la fais. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre un peu de rite de différentes personnes. Et ma communauté, elle est faite de Russes, de Français, de Tunisiens, de Marocains, d'Ashkénazes, de Syriens, Halabim, d'Israéliens. J'ai réellement de tout dans ma communauté. À toute fin pratique, effectivement, vous avez une communauté extrêmement riche, riche du point de vue du nombre, j'entends, et intéressante et importante. Vous comptez à peu près combien de familles là-bas, dans Golden Beach? Bien arabe au Hachem, je dirais que si on compte toute la communauté, je veux dire, pendant les fêtes, on a à peu près 450 entre les deux minyanim, parce qu'on a quand même un minyan ashkénaz aussi. Ouais. On a un minyan Chabad ashkénaz. C'est ça. Et en tout, je dirais qu'on a 450, 500 personnes pendant les fêtes. Donc ça constitue quand même un nombre assez important. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est d'abord, je dirais, j'aime bien si je vais me vanter d'une chose, c'est que je dirais que 75% des gens, ils sont tous à distance de marche. 75%, d'accord? Et Shabbat, je dirais même que ça monte à 85%. Parce qu'en général, je n'encourage pas du tout les gens à venir s'ils prennent la voiture. Donc, c'est des gens qui sont cultivés, qui sont devenus eux-mêmes religieux, et d'aucune manière est-ce que j'ai essayé d'encourager une personne à être rabbad ou quoi que ce soit. Lorsque je les encourage à faire leur minhag, et chacun son minhag. Je suis pas là du tout pour imposer Chas v'Shalom d'une manière ou d'une autre. Alors, parlons donc de cette communauté que vous avez bâtie, construite ex nihilo,
puisque il n'existait pas de communauté là-bas à l'époque. Je vous ai connu à l'époque quand vous êtes arrivé en Floride, à vos tout débuts, et donc vous l'avez construite de vos propres mains, c'est vous qui l'avez bâtie, c'est vous qui l'avez construite, et maintenant, c'est une communauté qui est prospère, active. Alors, juste pour résumer pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous faites dans cette communauté, qu'est-ce que vous avez comme activité, et quels sont vos projets? Alors, rapidement, parce que le temps va nous manquer. Très rapidement. Baruch Hashem, présentement, on vient juste d'engager un jeune qui s'occupe de tous les jeunes. Donc déjà, on a des activités pour les adolescents, on a des activités pour les enfants qui vont pas à l'école juive, pour qu'ils viennent étudier la Torah. Tous les matins, on a des shiurim de Torah après la tfila. On a une tfila Baruch Hashem tous les jours. On a également des shiurim. Essentiellement, notre communauté, je dirais que le symbole, c'est le suivant. On se concentre sur trois choses. Le développement personnel, on aide les gens à développer leur potentiel personnel. J'ai dans mon équipe ce jeune qui est aussi thérapeute, qui est expert en éducation, et on se concentre essentiellement sur les jeunes couples, les aider à être et rester des couples, et on les aide à être des nouveaux parents. Ça, c'est les trois développement personnel, comment devenir des bons parents, axes de développement. Voilà. Ça, c'est les axes de développement, à mon avis, qui sont en crise, dans la crise la plus grande, où on se concentre. Est-ce qu'il y a des projets immédiats d'agrandissement, de changement, de transformation? Qu'est-ce que vous Je ne peux pas êtes trop en parler, mais Bezrat Hashem, je suis en train de travailler sur un projet d'agrandissement qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'avoir, si Dieu veut, une école, un mikvé pour femmes, une salle où on pourra avoir les kiddushim et les fêtes, etc. Et en même temps agrandir la yeshiva ou les bachurim. Et tout ça à l'intérieur du Marco Polo? Tout ça à l'intérieur de l'hôtel? Du Marco Polo, si Dieu veut. Mais c'est une surprise, on ne sait pas, c'est seulement nos écouteurs qui nous écoutent. D'ici là, ceux qui veulent certainement participer de manière financière, ça nous fera plaisir que vous veniez et que vous vous dédicassez en honneur ou à la mémoire de quelqu'un. Alors nous étions, chers auditeurs, en compagnie du Rav Shai Amar de la communauté de Golden Beach que tout un chacun connaît, puisque très souvent vous constituez en quelque sorte un pôle d'attraction, et si les gens vont et descendent à l'hôtel Marco Polo, j'espère qu'à l'hôtel ils le savent, c'est précisément parce qu'ils savent J'aurais bien aimé que tout le monde le dise à l'hôtel. Voilà, ça les réveille. Hein. Voilà, c'est précisément parce qu'il y a l'office en bas, et un office merveilleux qui est mené de main de maître par le Chazan James Perez, connu de Montréal, estimé ici à Montréal, et qu'on aura le plaisir d'écouter après cette interview. Donc on conclut avec le Rav Shai Amar qui vient de Miami. Une grande atzlacha dans tout ce que vous entreprendrez. Merci de votre visite, Rav Shai. Merci beaucoup, et Bezrat Hashem, qu'on ait une année qui soit pleine de da'at. Tafshin Ayin Dalet, c'est Shnat Da'at, une année de connaissance de Torah, connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on verra la Géoula Shlema, on sera tous réunis. Amen, Ken Yiratzon. Amen, merci.